Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire organisé par la French Tech Saint-Brieuc-Bay. La French Tech Saint-Brieuc-Bay, c'est une communauté de start-up créée l'année dernière sur un territoire qui nous est cher, puisque c'est le territoire de la baie de Saint-Brieuc et d'à peu près les 2 tiers des Côtes d'Armor. Un peu plus de 75 start-up aujourd'hui qui entreprennent, qui proposent des innovations sur ce territoire. Et pour ce séminaire, on a souhaité mettre en avant les startups qui proposent des choses qui résonnent avec le contexte du moment, donc des innovations nées pour certaines pendant la crise du Covid ou en tout cas qui ont connu une actualité particulière pendant cette crise, et puis des innovations surtout qui dessinent, à notre sens, un peu le monde d'après, qui semble pertinente pour l'avenir, pour la suite. Donc, on va vous laisser découvrir ainsi 6 startups de la communauté. Alors, ce sera des startups exclusivement digitales pour ce webinaire. Il n'y a pas que des startups digitales dans la French Tech Saint-Brieuc-Bay, il y en a quand même beaucoup. Et aujourd'hui, on met en avant les innovations digitales proposées par les startups de la communauté. Donc, moi, je suis Julien, pour ceux que j'ai jamais eu l'occasion de croiser, community lead, c'est-à-dire animateur en fait de la communauté French Tech Saint-Brieuc-Bay, et puis je travaille plus particulièrement à la Technopole de Saint-Brieuc. Cet événement, il a été organisé avec Claudie, également à la Technopole, avec le Village Baïséa des Côtes d'Armor, donc Jean-Philippe et Claire, avec Christophe Orso, qui est membre du board de la French Tech, qui est connecté avec nous et qui est business angel à Montcontour, capitale de la tech costarmoricaine. Et puis Philippe également, Philippe Carrez, qui nous a rejoint, également membre du board de la French Tech Saint-Brieuc, a contribué à l'organisation de cet événement. Je ne vais pas être plus long, je vais céder tout de suite la parole au président de la French Tech Saint-Brieuc, Laurent Couloum-Labart de Biogroup, à qui il faut que je réactive son micro. Normalement, c'est bon. Et donc, je te cède la parole, Laurent, pour un mot de bienvenue. Merci Julien pour cette introduction. Bonjour à tous, donc je suis Laurent, j'ai l'immense honneur d'être président de la French Tech depuis sa création. Je suis également le président de Biogroup, qui est une entreprise implantée sur le territoire de la baie de Saint-Brieuc, puisqu'on est à Erquy. Et on a aujourd'hui 3 sites de production qui fabriquent des boissons, des desserts et d'autres produits bio exclusivement, bio, équitables et autres qu'on distribue en France et dans une quinzaine de pays européens. Et on est typiquement dans cet esprit de start-up puisqu'on a monté cette entreprise en 2014 à Erquy et que quelques années après, on a rapidement développé le chiffre d'affaires, les emplois et le dynamisme autour de cette entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un moment un peu particulier parce qu'on arrive au mois de juin et on avait fait notre soirée de lancement de la French Tech au mois de juin dernier, pour ceux qui s'en souviennent, à Binic. Et on avait donné le ton en faisant une soirée de lancement dans laquelle, au lieu des discours habituels et un petit peu standardisés, que personne m'en veuille là-dessus, mais on avait laissé parler les startups et on avait eu plein de pitchs de startups toute la soirée. C'était assez dynamique et assez changeant, et c'est un peu la tendance qu'on souhaite donner à cette communauté d'entrepreneurs. On a marqué un bon tempo cette année puisque pour une première année, on a organisé un certain nombre d'événements. On a notamment marqué les esprits avec une rencontre employeur à Pléneuf-Valandré. On a eu énormément de meetings avec les membres du board dans lesquels on a inclus des startups qui sont venus présenter leurs projets, à qui on a échangé, conseillé, qui ont pour la plupart intégré la French Tech Saint-Brieuc-Bay. Et puis, on avait prévu comme événement d'apothéose pour conclure cette année une convention d'affaires au Sable d'Or qui aura lieu prochainement en digital, compte tenu des événements. Et puis, on avait également un beau partenariat et une belle intervention au moment du Festival Art Rock qui a malheureusement été lui aussi reporté. Vous voyez que ce qui est intéressant dans cette communauté French Tech, c'est qu'elle s'inscrit vraiment dans le territoire. C'est pas juste un truc technocratique uniquement concentré dans 2 bureaux à Saint-Brieuc. La plupart de nos événements se sont faits à Ploufragan, à Saint-Brieuc, à Binic, à Sable d'Or, à Pléneuf, à Erquy. Donc on englobe bien tout le territoire de la baie et c'est vraiment notre volonté. Comme on s'était dit, il nous reste à aller
attaquer les îles anglo-normandes maintenant pour créer de l'échange avec eux et puis vraiment s'emparer de cette baie comme on l'entend. Aujourd'hui, on a un futur un peu compliqué. Je pense qu'il y a peu de personnes, même très sages, qui sont prêts à dire de quoi demain sera fait. Moi, j'ai plaisir à voir aujourd'hui, pour citer que quelques exemples, les changements fondamentaux qui vont y avoir. Nous, nos thématiques sont notamment écologiques et je ne sais pas si vous avez tous noté, mais il y a eu cet exemplaire France qui pour moi était assez révélateur où il a fallu un événement comme ça pour que finalement on interdise les vols intérieurs qui peuvent être faits en train en moins de 2 heures et demie. C'est quand même ça fait partie de gros changements et il y en a plein et je vois à l'échelle de Biogroup, on a fait un certain nombre de choses, des toutes petites choses, une petite cabane à l'entrée de notre société pour accueillir les chauffeurs routiers qui ont été un peu malmenés pendant cette période où ils ont de quoi se restaurer, prendre un café, c'est en extérieur et donc, j'ai vu plein d'exemples de gens qui ont tous donné un petit peu, mis quelque chose en place. Et ça inspire et ça donne envie de créer. Voilà, donc aujourd'hui, on va plus parler de mobilité, de digitalisation. Et on va entendre, comme disait Julien, beaucoup de startups qui sont sur le créneau du digital. J'espère que tout ça, ça nous aidera à construire collectivement l'avenir en conscience, avec beaucoup de bienveillance, et puis qu'on aura du plaisir à se retrouver l'année prochaine pour des événements French Tech autour de l'entrepreneuriat dans les Côtes d'Armor et plus précisément dans la baie de Saint-Brieuc. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et puis je recède la parole à Julien. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Laurent, pour cette introduction. Donc, malheureusement, tu vas devoir nous quitter, mais les personnes, je vois que tu étais interpellé sur Biogroup et l'histoire de l'entreprise, l'Oscar que tu as eu l'année dernière aux Oscars des entreprises des Côtes d'Armor. Je pense que tu es disponible pour échanger avec les personnes qui souhaiteraient échanger avec toi dans le futur. Donc, merci à nouveau pour cette introduction. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est 6 startups, comme je vous le disais. On va commencer tout de suite par Target First, une startup de Plérin, avec Erwan Minier. Je vous donne le programme simplement. Ensuite, on sera avec Clémence de Booking Shake, une startup d'Ilion. Hassan, ensuite une startup de Saint-Brieuc autour du sujet du commerce et du commerce de centre-ville notamment. Vincent de Live Out, une startup de Trégueux autour du sujet qui a été crucial pendant cette crise des personnes âgées en EHPAD. Philippe, ensuite, Philippe Carrez, bien connu de beaucoup d'entre vous, de Immersion Tools à Saint-Brieuc sur la réalité virtuelle. Nicolas Bonnet de Coquelicot, une toute jeune start-up autour des circuits courts. Et voilà, et ça nous fait notre programme, un programme assez excitant. Vous verrez que chacun de ces entrepreneurs se sont adaptés, ont imaginé des solutions nouvelles avant ou pendant la crise, et c'est ce dont ils vont vous parler aujourd'hui, modestement, à leur niveau, de ce qu'ils font et de ce qu'ils pensent pouvoir faire demain et pouvoir apporter au monde de demain. Donc, je cède tout de suite. Alors, je vois une question. Est-ce qu'on pourra avoir les coordonnées de chaque entreprise et intervenant? On pourra vous renvoyer, s'ils l'acceptent, les coordonnées mail des intervenants à l'issue de ce webinaire, si vous le souhaitez. Donc, je vais céder tout de suite la parole à Erwan. Eh bien, bonjour à tous. Ravi d'être là. Donc, je me présente à nouveau. Je suis Erwan Minier, donc le fondateur de Target First et le dirigeant de Target First, toujours. Donc, ma présentation va se faire en 3 volets. Dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes. Ensuite, on abordera 2 cas liés au contexte actuel. Et ensuite, en dernière partie, on mettra un petit peu en perspective pour voir comment, selon nous, les choses vont évoluer. Donc, Target First, c'est une solution unifiée de relations clients avec laquelle nous équipons tous les acteurs du web, que ce soit le e-commerce ou que ce soit le B2B. Ce qu'on permet de faire, c'est de dialoguer finalement avec les internautes, que ce soit par chat, par chatbot, par callback, par messaging, principalement. Alors, le signe particulier, c'est que nous avons développé un moteur de ciblage comportemental avec lequel nous savons identifier les internautes à qui il faut absolument parler, sans quoi ils vont abandonner une transaction pour ce qui concerne le e-commerce,
ou abandonner le remplissage d'un formulaire de contact pour le B2B. Le résultat de tout ça, c'est qu'une fois sur 4, les conversations que l'on permet de faire à nos clients aboutissent soit à une vente, soit à un lead qualifié pour ce qui concerne le B2B. Pour l'histoire, au tout départ, nous avions démarré par la création d'une plateforme de salon virtuel, mais le marché, c'était en 2011, le marché n'était pas mature, il l'est aujourd'hui, et on a fait un pivot technologique en 2013 pour extraire finalement la fonctionnalité phare et la destiner au monde du e-commerce. Aujourd'hui, donc le produit est sur le marché depuis 2015. Donc, c'est une solution très mature. Nous équipons plus de 300 sites en France. C'est plus d'une centaine de clients avec beaucoup de grands comptes, hein, il faut le dire, des UCPA, des Cdiscount, des Maeva, des BNP, des Volvo Cars, etc. Mais également des entreprises de taille moyenne et des e-commerçants qui travaillent pour la plupart dans des équipes assez réduites. Voilà, donc on va passer désormais à la deuxième slide, où là, je vais vous illustrer deux cas d'école Covid-19. Le premier, c'est Bricosaur, qui est l'un des leaders français avec Mano Mano du bricolage en ligne, qui ont eu une croissance phénoménale pendant cette période et qui ont été en saturation complète au niveau de leur service client, qui n'était géré que par téléphone. On a donc mis en place notre solution de chat. Ceci a permis en fait aux conseillers de traiter non plus un seul client à la fois et sans discernement aucun, mais de traiter jusqu'à 3-4 clients à la fois, triés entre guillemets par rapport à l'urgence. Et ainsi, on a pu libérer des ressources humaines du service client pour les allouer à des services de logistique, par exemple, où il y avait beaucoup d'activités. Donc ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas aussi tout à fait intéressant, c'est celui d'Aiguillon Construction sur la partie gestion locative, qui a vu son nombre d'appels multiplié par 4 en passant donc de 200 à 800 appels semaine pour des problèmes de locataires ayant des difficultés à payer leur loyer. Donc là, on a déployé pour eux un chatbot qui prend en charge un bon nombre des questions récurrentes du service client. Et là, donc, c'est assez récent, mais la mise en prod a lieu cette semaine. En général, quand on déploie un chatbot comme ceci, on libère 20 à 25% du temps homme grâce au chatbot. Enfin, donc on va passer à la dernière slide. Pour le temps qui me reste. Donc, les perspectives pour nous, par rapport à notre industrie, hein, qui est le monde de la relation client digitalisée et humanisée, c'est que l'avenir va s'écrire autour d'une relation client qui ne se passera pas forcément par le site internet de la marque, mais par des canaux en mode différé. Donc déjà, on va s'appuyer sur une communication offline, sur les applications les plus populaires, à commencer par WhatsApp, le SMS qui prend aussi toujours un peu plus d'ampleur, les chatbots qui vont venir accompagner la relation client de manière globale et en complément. Et tout ceci H24, 7 jours sur 7. Hein, donc, nous sommes préparés déjà à cela et ça va être pour nous la tendance qui va s'accentuer dans les mois à venir. Voilà, j'en ai fini avec mes 5 minutes. Merci beaucoup, Erwan. Bon, c'était très clair. Je te remercie. Alors, on a des questions. On a une première question. Vous pouvez poser la question par le chat. Hein. On a une question de spécialiste. Quelle est la différence avec Intercom, Drift, Crisp, etc. Et Sébastien Lecorfec qui rajoute « et iAdvise ». En fait, nous, on fait partie des solutions les plus complètes du marché. La différence, déjà, c'est notre moteur de ciblage comportemental qui est extrêmement puissant. On est interconnecté avec des CRM, des Google Analytics. On a des fonctionnalités qui sont uniques
Notamment, on est les seuls à afficher en temps réel la liste de tous vos internautes nommés, classés par chaleur. Ça, c'est une grande différence. On a un souci de l'accompagnement aussi de nos clients et push service qui est très, très poussé. Voilà ce qui nous différencie et on est les seuls à pouvoir équiper des grandes entreprises. Enfin, notre vrai concurrent, en fait, c'est eAdvise. Mais tous les deux, on est capable d'équiper des grands centres de contact, notamment comme M6, avec des fonctionnalités statistiques extrêmement poussées où on va jusqu'à mesurer les performances individuelles des conseillers, etc. Ok, merci pour la réponse. Quelque chose qui interpelle dans le contexte actuel, c'est notamment le cas Aiguillon où des gens s'adressent à toi par rapport à des situations de crise, d'engorgement, des réponses à des urgences, en l'occurrence sociales, hein, s'il s'agit de ne pas pouvoir payer son loyer. Est-ce que tu vois un développement et une utilité possible de tes services sur ça je peux penser au monde public, par exemple, au secteur public qui pourrait être intéressé pour ce même type d'objectif. Alors, tout à fait. Alors, deux points importants. Ça faisait 1 an qu'on parlait du chatbot avec Aiguillon. Il a fallu le Covid-19 et une semaine de plus pour commander et exécuter. Donc, on est vraiment dans un système où il faut malheureusement parfois un événement tel que celui-là pour que les décisions soient prises, alors qu'on en parle depuis longtemps. Deuxième point, là, on est en train de répondre aussi pour la comité d'agglomération, une comité d'agglomération Normandie, qui fait appel à nos services justement pour équiper. Alors, c'est pas un service client, mais c'est un service citoyen pour désengorger aussi leur service et répondre H24 7 jours sur 7 à des questions très très récurrentes et entre guillemets à faible valeur ajoutée. Donc, les services publics ont naturellement vocation à s'équiper de tels outils pour améliorer tout simplement la qualité de leurs services rendus aux citoyens. Et demain, un service de régulation des urgences, par exemple? Alors, curieusement, on n'a pas eu de sollicitation sur ce domaine, mais naturellement, hein, dans le sens où, déjà les chatbots, nous, ça fait plus de 2 ans qu'on déploie des chatbots, l'efficacité n'est plus à démontrer, le retour sur investissement est rapide, les performances sont fortes. Chez Altus Kereza, par exemple, on a 11% de taux de conversion avec un chatbot quand on a 16% avec des conseillers humains. Ensuite, quand on traite les choses par chat, on peut traiter jusqu'à 3 ou 4 clients simultanément, alors que quand on les traite au téléphone, c'est un à la fois. Et enfin, comme on a un moteur de ciblage, on sait prioriser les appels en fonction de la criticité. Et donc, on peut imaginer que dans le service des urgences, on pourrait désengorger également et sans aucun problème. Voilà. C'est la conduite du changement qui parfois prend du temps. Mais voilà, des fois, il faut arriver la tête dans le mur pour prendre des bonnes décisions. Nous, on dit quand le mur arrive. Exactement. Beaucoup l'ont rencontré ces derniers mois. 2 questions encore et après, on passera, je pense, à Clémence. On nous demande si tu es en levée de fonds. Et puis l'autre question, je te la pose tout de suite, c'est est-ce que tu as constaté pendant le confinement un changement de comportement des internautes et dans quel sens? Alors, nous ne sommes plus dans le levée de fonds. On a passé ces étapes-là. Désormais, voilà. Donc, on est une société aujourd'hui qui est rentable et c'est très bien. Et la deuxième question, changement des internautes. Des internautes en panique. Hein, je vais vous citer un seul exemple. Nous, on a un client qui s'appelle Homer, qui est un des leaders européens dans le domaine du camping, qui a dû fermer littéralement son service client parce qu'il n'avait aucune réponse à apporter, aucune réservation possible. Et tous les jours ou tous les 2 jours, on a des internautes qui sont arrivés chez nous, des clients de chez Homer, qui ont cherché par tout moyen à contacter Homer, qui sont tombés sur un article qui du coup est passé en page 1 de Google où Target First parle de sa collaboration avec Homer. Et encore hier, j'ai des appels entrants de clients qui croyant parler à Homer, nous parlaient. Donc, l'internaute aujourd'hui, il a besoin d'avoir une réponse, d'être entendu, d'être écouté.
même si ce qu'on a à lui dire n'est pas ce qu'il a envie d'entendre, mais la relation client n'a jamais été aussi importante et l'internaute est demandeur d'avoir du son et de l'image au niveau des marques. Ça marche. Bon, merci beaucoup. Et puis ça tombe bien cette question parce que ça fait bien le lien avec la présentation suivante. Donc merci à nouveau Erwan. Clémence, donc BookingShake, une jeune start-up d'Lyon. Ton micro est activé. Bonjour à tous. Ça marche. Ça marche. C'est de la parole. Eh bien, ravie d'apporter une petite touche de féminité à ce beau panel d'entrepreneurs. Donc, je suis ravie d'être l'entrepreneuse. Donc, je suis la cofondatrice de BookingShake. BookingShake, c'est un logiciel en ligne qui permet aux lieux type bar, restaurant, hôtel et salles événementielles de gérer leur activité de groupe et d'événements. Donc, c'est très simple. À travers BookingShake, les établissements vont pouvoir recevoir et centraliser toutes leurs demandes d'événements et de groupes, gérer leurs demandes plus rapidement et facilement et améliorer leurs résultats commerciaux. On leur met à disposition un ensemble de fonctionnalités qui donc leur permettent de bien se structurer et d'améliorer l'expérience client qui vont normalement mieux confirmer aussi. BookingShake a été créé parce que moi-même j'étais commercial événementiel et que je n'ai jamais été bien équipée, j'ai jamais eu les outils adaptés à mon activité. Donc il y avait un réel besoin sur le marché. Et il y a quelques années, j'ai rencontré dans mon parcours professionnel le monde de la tech et du digital puisque j'ai travaillé en start-up avant de devenir entrepreneuse et je me suis rendu compte des possibilités incroyables et infinies que permettait la tech et le digital et à quel point on pouvait améliorer le quotidien mais aussi la qualité de ce métier d'événementiel qui est très chronophage et très multicasquette. Alors nous, évidemment, on est frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 puisqu'on fait partie des secteurs qui sont extrêmement touchés. L'événementiel était complètement à l'arrêt, reprend tout doucement et va avoir une période de ralentissement énorme. Donc je pense qu'on va être au moins impacté pendant 1 an, sauf si il y a des solutions qui nous permettent de vivre avec le virus plus tôt. Selon moi, en vrai, c'est le gros événementiel qui va être plus impacté que le petit événementiel. Alors nous, on est plutôt un accompagnant sur le petit événementiel. Quand je parle de gros événementiels, je vous parle de palais des congrès, de stades, de salons, voilà, vraiment des très gros événements qui réunissent des centaines, des milliers de personnes ou festivals, etc. Le petit événementiel, je pense plutôt aux réunions de comités de direction, aux réunions d'équipe, aux journées d'études, au team building qui réunissent des plus petits groupes et qui vont pouvoir a priori se remettre en place plus facilement. Alors, ça c'est juste pour faire un petit état des lieux parce qu'on me l'a demandé, vu qu'on est vraiment un secteur très impacté. Les professionnels avec qui je discute tous les jours sont assez confiants sur la reprise de l'événementiel des particuliers, les mariages, les baptêmes, etc. Sur les petits événements entreprises dont je vous parlais, notamment parce que avec ce confinement, il y a quand même eu une explosion du télétravail qui, a priori, va rentrer dans les mœurs des entreprises et qui va devoir face à ça, les entreprises vont devoir un petit peu réinventer leur façon de créer du lien et ça va passer par des événements dans des lieux événementiels. Et par contre, sont beaucoup plus inquiets sur le très gros événementiel, salon, festival, conférence, qui eux, a priori, vont quand même connaître une transformation digitale. Pareil sur des meetings mondiaux où des grands sièges qui étaient diffusés dans le monde entier se retrouver dans un pays, etc. Il y a peut-être beaucoup de choses de ce type-là qui vont aussi se digitaliser. Et à long terme, mais ça n'est qu'une opinion personnelle, et pareil,
il y a rien de gravé dans le marbre, hein, c'est un ressenti personnel. Je pense que les deux cohabiteront. Je pense que les événements de grande ampleur auront une partie en physique pour les gens qui ont envie de vivre le moment à l'instant présent physiquement au même endroit avec d'autres gens, et qu'il y aura une partie digitale qui va se développer, qui va permettre à des gens qui peuvent pas venir physiquement ou qui ont envie de participer à un événement depuis leur salon de le faire. Alors ça, c'était juste un point sur la situation. Booking Check, donc évidemment nous notre croissance est ralentie. Cependant, on est quand même très optimiste parce que, comme je disais, nous on accompagne quand même beaucoup donc principalement bars, restaurants, espaces événementiels et hôtels qui accueillent plutôt des petits événements. Hein. On n'est pas sur des salles des congrès, des stades, etc. On est resté très présent pendant cette crise parce qu'on devait aussi rassurer nos clients qui, en plus, continuent à utiliser nos services pour gérer des choses un peu pas très amusantes comme des reports, des annulations et aussi quelques nouvelles demandes, mais plutôt pour le dernier trimestre 2020. Donc face à cette crise, on a 3 stratégies. La première, c'est une stratégie de contenu. On a un blog sur lequel on est très actif, on fait du podcast et de la vidéo. On propose des sujets de fond qui permettent aux lieux, dès aujourd'hui, depuis leur salon ou depuis la chambre, même s'ils sont pas dans leur site et qu'ils n'ont pas de clients, d'améliorer leur stratégie, de se structurer et surtout de se préparer à la reprise pendant laquelle ils n'auront pas de droit à l'erreur. Donc, pour vous donner un exemple de contenu qu'on a mis en place, on a par exemple réuni sur une plateforme tous les webinars qui avaient eu lieu sur notre secteur d'activité, donc l'hôtellerie, restauration, événementiel. Donc, on a fait un genre de webinar replay à la Netflix. On fait pas mal de podcasts avec des lieux et ils nous racontent comment ils réagissent face à la crise. Donc, le dernier que vous pouvez trouver sur notre site avec Pépite Paris, un lieu événementiel. Et par exemple, en sujet de fond, article où on les aide à se structurer, on leur explique comment créer et utiliser leur base de données clients. Je vais vous donner un exemple très simple. Un restaurant qui lance du click and collect, c'est peut-être bien qu'il ait une base de données sur laquelle il va aller informer ses clients de ses nouvelles activités. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont très importantes et qui souvent sont un peu laissées de côté. Deuxième stratégie pour nous, ça était de créer une communauté, de proposer aux professionnels de se retrouver dans un espace privé sur lequel ils vont pouvoir échanger sur leurs problématiques, sur leurs visions, sur leurs initiatives, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Voilà, de se serrer les coudes. C'est des métiers dans lesquels ils sont souvent très isolés, c'est très chronophage, ils n'ont pas le temps de se rencontrer. Donc, nous, on essaye vraiment de les fédérer pour qu'ils puissent créer un lien fort et s'aider à prospérer tous ensemble. Troisième stratégie, c'est la diversification. On a lancé Booking Check sur de nouveaux marchés, donc on est en train de signer de nouvelles typologie client. Donc, je vous disais qu'on était un logiciel pour les lieux. Eh bien, on commence à être installé sur des prestataires. Donc, par exemple, les traiteurs commencent à utiliser Booking Check. On a aussi décidé de se diversifier sur d'autres activités. Donc, on a lancé Food Tech Box, qui est un site internet qui va référencer tous les outils Food Tech pour les professionnels, afin qu'ils ne perdent plus de temps à chercher un outil, mais qu'ils puissent tous les avoir au même endroit et pouvoir plutôt les comparer, prendre du temps à bien les choisir. Je vais vous donner un autre exemple. Un restaurant, un bar, un hôtel a besoin d'un logiciel de caisse. Il en existe énormément, Tiller, Zeltip, Opinal, Addition, etc. Et du coup, quand il faut aller les chercher et choisir, ça peut être un vrai casse-tête. Sur l'après, alors nous, on pense que Booking Check, et c'est pour ça qu'on est très optimiste, va être un outil indispensable pour les établissements et les acteurs de l'événementiel. Déjà, ils peuvent plus se permettre de perdre du temps et de l'argent sur des tâches chronophages, comme par exemple payer un employé à ne faire que des devis toute la journée, au lieu de passer du temps à créer du lien avec le client, au lieu de passer du temps à faire du démarchage commercial, à revoir une stratégie de communication, etc. Donc ça, c'est quelque chose que Booking Check va leur permettre d'économiser, économiser ce temps
chronophage, de tâches répétitives. Il faut qu'ils s'équipent pour capter leurs demandes en direct. C'est rarement le cas. Les établissements qui accueillent de l'événementiel sont rarement équipés pour avoir un formulaire de réservation en ligne, un formulaire de devis en ligne qui permet aux clients de faire déjà un premier devis avec un estimatif budgétaire. Voilà, il y a plein de choses qui existent et qui apportent une super expérience aux clients et qui permettent, au lieu de capter leurs demandes en direct, du coup, moins de coûts de commission et des meilleurs taux de confirmation, parce qu'on sait que quand un client vient en direct, il confirme beaucoup plus facilement que quand il vient par un tiers. Et là, ça va résonner avec l'entrepreneur juste avant moi. Ils vont devoir être très dynamiques sur la prise en charge et l'accompagnement de leurs clients pour confirmer les événements et donc faire survivre leur business. Nous, on croit fermement que le temps gagné à travers BookingCheck va pouvoir se mettre au service de la relation client, de l'expérience client, qui va être un enjeu majeur, puisque c'est vraiment une tendance de fond. Les clients vont être, je pense, à la recherche d'expériences uniques qui auront du sens pour eux par rapport à l'objectif de cet événement. Ils vont avoir besoin de créer des relations fortes avec leurs partenaires, donc les lieux événementiels, les prestataires événementiels. En plus, après cet isolement, quand les gens vont vouloir se retrouver, ils vont avoir de grandes attentes sur leurs événements qui vont devoir être à la hauteur. Et moi, je pense que ces attentes vont en grande partie être comblées par l'attention que va apporter le professionnel à son client. Voilà. Donc ça, c'est notre vision pour le futur. Merci beaucoup, Clémence. Alors, il y a deux questions qui arrivent. Une question de Guillaume Maréchal. Êtes-vous en mesure, par exemple, de préconiser des prestataires, un peu à l'image des wedding planners, par exemple, pour la captation des événements? Pas du tout. Alors, on n'est pas du tout une agence événementielle. Hein. Il faut bien faire la différence. Nous, on va venir s'implanter sur un hôtel, sur un bar-restaurant, sur une salle, un complexe de salles événementielles. Je prends l'exemple du village CA, village Crédit Agricole, qui a des espaces événementiels à louer pour faire des événements d'entreprise ou autres peut-être, mais je pense entreprise. Voilà, on va venir s'implanter chez des gens comme ça pour les aider à gérer leur trafic, à bien suivre leurs demandes, à accompagner le client, mais on va pas du tout faire le travail d'agence. Donc non. Okay. Je crois que ça répond à d'autres questions posées par les personnes. Il y avait une question un peu différente. Combien êtes-vous chez BookingCheck actuellement? Vous êtes une jeune start-up, mais... Alors, on est deux fondateurs, donc moi et mon associé qui, lui, est le petit génie de la tech, qui est un ingénieur de Centrale Paris. Et après, on travaille qu'avec des freelances. Donc, en fonction de nos besoins et en fonction des domaines sur lesquels on a besoin de main forte, on travaille avec des freelances dans la France entière. Voilà, on est une entreprise tech et on a joué à fond la carte du tech et on laisse les gens travailler d'où ils ont envie et là où ça les rend heureux. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Ça marche. Merci. Peut-être une question de mon côté. Bon, on sent une fonction particulière de start-up ici qui a été d'être au contact d'une filière, en fait, de soutenir ses clients, leur apporter des réponses à un moment particulièrement crucial et compliqué sans doute pour eux. Quel a été le plus apprécié par vos clients, parmi tout ce que vous avez brassé comme contenu et comme sujet ces derniers mois? Alors, le webinar replay a eu beaucoup de succès. Le fait de tout simplement centraliser tous les webinaires du secteur qui quand même vont aller toucher des sujets très sensibles pour le secteur, comme le problème des assurances, le problème de la gestion de la trésorerie, voilà, enfin toute la partie hygiène aussi que les établissements vont devoir mettre en place. Donc du coup, de centraliser tous ces webinaires au même endroit et d'avoir un replay, de pouvoir y accéder gratuitement et de regarder quand on en a besoin par rapport à ce qu'on traite, ça a été quelque chose qui a eu beaucoup de succès. On a beaucoup de succès aussi sur les podcasts, notamment les lieux qui racontent un petit peu comment ils font face à la crise et ce qu'ils mettent en place pour l'avenir. Ça rencontre pas mal de succès. Et la communauté.
la communauté qu'on a créée de professionnels. Donc souvent c'est soit des propriétaires de lieux événementiels, soit les directeurs, directrices commerciales des lieux événementiels qui se retrouvent et qui racontent en toute transparence ce qu'ils mettent en place, ce qui marche pas, qui se donnent des conseils. Ça a vraiment créé un souffle de bienveillance et de soutien entre les professionnels qui en avaient besoin parce qu'ils se sentaient très seuls face à cette crise. Ça marche. Bon, merci beaucoup Clémence. On va pas pouvoir prendre d'autres questions, mais on va essayer de tenir le timing. Donc, merci beaucoup à nouveau. Et puis, je pense que c'est disponible, bien entendu, pour répondre aux questions des spectateurs qui auraient des questions plus particulières à te poser. On va passer à la présentation de Mon Achat Local, donc start-up fondée par, jeune start-up également fondée par Hassan Dabchi. Bonjour à tous. Bonjour Hassan. Je te cède la parole. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend. Ok, parfait. Bonjour à tous, Hassan Dabchi, fondateur de Mon Achat Local et commerçant à Saint-Brieuc. Tout d'abord, je souhaite remercier l'équipe du Technopole de Ploufragan et de la French Tech Saint-Brieuc-sur-Baie de nous avoir invités à ce webinaire pour parler de Mon Achat Local, que j'ai créé avec Maxime Martin, également commerçant, et Xavier Le Danois, développeur informatique. Alors, de quoi il s'agit? Slide suivante, s'il te plaît. Donc, tout simplement, c'est une plateforme e-commerce réservée aux commerçants, producteurs, artisans et prestataires de services indépendants, situés dans l'agglomération de Saint-Brieuc dans un premier temps. Dès le départ, nous avons voulu une plateforme généraliste où chaque consommateur trouvera à proximité de chez lui tout ce dont il a besoin de façon simple et rapide. Notre objectif, c'est capter le trafic qui est perdu dans les centres-villes, accompagner les commerçants, producteurs dans leur processus de digitalisation et surtout aussi répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Mon Achat Local, c'est pour nous et plus qu'une entreprise, c'est un projet de territoire imprégné de valeurs fortes, le respect de l'environnement, l'encouragement des circuits courts et la redynamisation économique de notre territoire. Alors concrètement, comment ça marche? Le commerçant va avoir son espace où il pourra vendre sa production en ligne sans se préoccuper des aspects techniques. Slide suivante. Nous lui proposons un accompagnement individualisé et un ensemble de prestations de services mutualisés. Offrez une nouvelle expérience à vos clients, Mon Achat Local s'occupe de tout. L'idée est venue tout simplement parce que je suis commerçant depuis 2 ans et demi. Je vis la baisse de la fréquentation des rues commerçantes, je vis les fermetures de mes collègues. Les commerçants réseau sont mieux organisés et disposent d'une armée de marketeurs. Et en même temps, les ventes en ligne explosent. Mais seulement, je dis bien seulement, 11% des commerçants vendent en ligne. Ce chiffre se vérifie à Lamballe et à Saint-Brieuc. Je pense que la solution globalisée, mutualisée proposée par Mon Achat Local au service des commerçants pourra leur donner plus de visibilité et augmentera leurs ventes. Pour moi, c'est une évidence. Cette évidence, elle demande beaucoup de moyens financiers et humains. D'ailleurs, je remercie beaucoup mon équipe, Maxime et Xavier, pour leur mobilisation pendant le confinement, parce que sans cette crise, Mon Achat Local serait encore au stade de test. Nous sommes 3 associés, nous avons chacun son métier, mais on a vraiment envie que le centre-ville, que notre territoire revit. Donc c'est pour ça ce projet-là et cette crise donc, nous a permis de travailler vraiment tous les jours pour sortir ce projet et le proposer aux consommateurs. Donc cette crise a été pour nous un accélérateur parce que nous avons vécu tous de nouvelles contraintes et on le vit encore. Par exemple, la préfecture des Côtes-d'Armor ne permettait pas la présence de plus de 15 vendeurs sur une place de marché pendant le confinement. Donc je me suis rapproché de la mairie de Saint-Brieuc, je leur ai proposé ma solution. Donc on a pris en compte les attentes des producteurs et des partenaires et avec le resto Brest de Thierry Martin, nous avons fait évoluer le système qui incluait au départ donc, que le click and collect. On propose le drive. On a proposé le drive pour permettre à ces producteurs de vendre leur production.
Nous avons donc dû adapter notre marketplace et le 2 mai, mon achat local a été lancé avec les deux systèmes, Drive et Click and Collect. Et depuis, nous avons eu énormément de soutien de la part des, tout simplement des citoyens. Plus de 3000 visites, 2600 visites uniques et encore, ça augmente de jour en jour. Donc, la demande, même si cette demande des partenaires donc, auxquels on n'était pas encore préparé, exigeait de nous des efforts supplémentaires, mais on ne pouvait pas refuser une telle opportunité. Parfois, dans la crise, il y a souvent des opportunités. Donc, c'est un peu notre cas. Donc, au-delà de ces adaptations techniques, l'expérience que vraiment nous avons vécue au contact des producteurs, on s'est rendu compte que la marketplace, le modèle classique actuel qui privilégie le do-it-yourself, ne pourra pas s'adapter au local. C'est vraiment en côtoyant la fromagère, le maraîcher, le boucher, la commerçant, que j'ai pu approcher les difficultés de chacun, ses contraintes métiers, ses limites numériques. Et le chiffre de 11% que j'ai avancé tout à l'heure donc s'explique. Les commerçants, les producteurs n'ont pas le temps, n'ont pas les compétences techniques. Donc nous, on va les accompagner. Donc pour répondre aussi aux nouveaux modes de consommation, mon achat local, donc on doit accompagner les commerçants et les producteurs. Et demain, je pense vraiment que cette transformation, la transformation numérique, doit s'opérer chez les commerçants en incluant l'expérience vendeur et pas seulement l'expérience client. Pour nous, le numérique est un outil qui ne vaut rien s'il n'est pas accompagné d'un volet serviciel humain à forte valeur ajoutée. Demain, mon achat local n'est pas en reste. Nous allons proposer encore davantage de services, un service de fast shopping pour éviter la queue, le drive pour permettre aux consommateurs de faire les achats de proximité sans les contraintes horaires, des services logistiques pour faire gagner du temps à nos vendeurs. Demain, les mots digital, local, éco-responsable, consommateur doivent faire partie pour nous de la stratégie des petits commerçants. Sans cela, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Parce que le consommateur n'achète plus comme avant. Même s'il fait confiance à son commerçant, il veut le soutenir, il veut manger sain, il est vigilant quant à la provenance des produits, il souhaite que les entreprises s'engagent davantage dans le respect de l'environnement. Je pense qu'il va devenir de plus en plus locavore. Et on le constate d'ailleurs avec le télétravail, la consommation Internet a augmenté. La consommation en ligne, c'est une réalité et les commerçants doivent se digitaliser pour ça. Le Covid, pour nous, c'est une crise qui fait réfléchir sur le monde de demain. Et je pense que mon achat local a un rôle à jouer, bien sûr à notre échelle, mais ça ne pourra être possible qu'avec de bonnes volontés parce qu'il faut de la pédagogie vis-à-vis des commerçants, des producteurs pour réussir cette aventure. Donc le petit commerçant, les producteurs indépendants, ils ont besoin de nous et ils ont besoin de vous. Voilà, tout simplement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Hassan. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées en cours de route. Quelqu'un qui nous demande si, Dominique Quentin, qui nous demande si c'est uniquement en centre-ville ou si c'est aussi dans les centres commerciaux. Donc, je crois que tu as un petit peu répondu. Puis une autre question qui rejoint, quels sont les territoires cibles? Alors, dans un premier temps, on travaille sur l'agglomération de Saint-Brieuc parce qu'on est commerçant à Saint-Brieuc, on connaît le microcosme briochin et toute l'agglomération. Par la suite, on aimerait bien développer la solution dans d'autres agglomérations, mais avec des équipes à proximité. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas tout faire tout seul. Nous, c'est important ce volet vraiment proximité, parce qu'il faut comprendre ce que vit le commerçant, il faut savoir un petit peu comment ils sont les consommateurs de chaque territoire pour pouvoir leur apporter une réponse concrète. Ok. Merci, je pense que ça répond aux questions. Une nouvelle question, comment fonctionne la tarification? Oui, comment tu gagnes ta vie chez mon achat local? Est-ce qu'il s'agit d'une commission par produit vendu, d'un forfait? Alors, on va proposer un forfait unique
à tous les commerçants, donc 29,90 € par mois, avec une commission pas très élevée aussi pour préserver la marge commerciale. Le but, c'est vraiment aider le commerçant à passer ce cap de la digitalisation. Parce qu'en tant que commerçant et en côtoie le commerçant, vous savez, il y a des commerçants qui n'ont même pas encore de logiciel de caisse. Il y en a qui n'ont pas Internet. Il y en a qui n'ont même pas de mail. Il faut vraiment se rendre compte quand on est sur le terrain et il faut qu'ils passent le cap. Et pour passer le cap, il faut leur donner les moyens. Parce que quand ils vont vendre les marketplaces, les sites Internet, ils existent déjà. Mais souvent, les cahiers des charges sont très élevés. Comment dire, les commissions sont très élevées aussi, hein, souvent entre 15 et 20% pour certains marketplaces. Donc nous, notre commission va être de 5%. Et bien sûr, on parlait tout à l'heure de services. Donc il va y avoir des services à la demande, services à la carte, marketing, promotion, publicité. Comme ça, on s'adaptera vraiment au niveau de chacun et chaque commerçant, en fonction de son budget, il pourra se digitaliser. Ça marche, merci. Encore une question peut-être. Ouais, les volumes d'activité, quel volume d'achat avez-vous ou peut-être quel volume de clients sont présents aujourd'hui et référencés sur la plateforme? Alors, donc nous, on a lancé la marketplace le 2 mai pendant le confinement. On n'a pas beaucoup communiqué dessus. Donc, suite à l'article là, dernièrement dans la presse, donc les visites, ils ont augmenté. On a eu rien que sur un post, 8000 couvertures organiques sur Facebook. C'est-à-dire, il y a vraiment un engouement, il y a une demande. Les premières ventes commencent à arriver. J'ai pas encore, je vais pas vous dire, je fais, je sais pas combien de volumes. On a de la visite. Il y a 2600 visites uniques depuis le 2 mai, 650 visites le vendredi. Et les premières demandes de commerçants aussi commencent à arriver. Donc je parlais tout à l'heure, c'est pas le do it yourself, c'est un peu c'est peut-être une déformation avec l'expérience. C'est-à-dire nous, on aime bien aller voir le client. On aime bien le rencontrer, après on va lui créer son espace parce qu'on a besoin de l'écouter. Donc ça demandera peut-être un peu de temps, mais c'est sur le long terme qu'on veut travailler avec les commerces. Et la demande, je pense qu'elle va être là. Je pense qu'elle va être là parce qu'on propose du click and collect, on propose du drive et on va proposer demain de la livraison en circuit court décarboné pour vraiment permettre et faciliter l'achat pour les citoyens. Merci. Donc, ça fait écho à une présentation qui viendra ensuite sur la logistique. Bon, une dernière question, on a le temps de la prendre. Est-ce que vous comptez créer une application mobile pour les achats sur smartphone? Notre marketplace, il est responsive. Normalement, pour l'instant, c'est pas à poser la question. Ça dépend des moyens qu'on aura financiers. On commence à peine. Donc, tout est possible. S'il y a vraiment la demande, si on constate qu'il y a un besoin, oui, on ira vers une application. Ça marche, mais en tout cas, c'est déjà accessible sur mobile puisque c'est responsive en effet. Merci beaucoup Hassan pour cette participation au webinaire. Et puis, je suppose que tu es accessible aux questions des personnes qui souhaiteraient prendre contact avec toi ensuite. On va céder tout de suite la parole, on va changer d'univers. Merci Hassan à nouveau. On va changer d'univers assez fortement puisqu'on va passer sur un secteur qui a été particulièrement concerné et touché pendant la crise, qui est le secteur de l'hébergement de personnes âgées. Ça a défrayé l'actualité. Il y a une start-up du territoire qui travaille de longue date avec ce secteur-là et qui a été très présente également aux côtés de ses clients pendant les semaines qui ont passé. Il y a un regard particulièrement avisé sur l'avenir du secteur des EHPAD. C'est LiveOut, start-up fondée par Vincent Gérard. Bonjour à tous déjà. Je vais commencer de manière peut-être un peu décalée.
En vous parlant de ce qu'on vient de faire depuis un moment là. En fait, on a échangé et on a beaucoup parlé sur nos souvenirs, notre ressenti par rapport à une période passée. On s'est beaucoup appuyé sur notre souvenir. Et on voit bien que dans la relation humaine, la mémoire, c'est quelque chose de fondamental. C'est elle qui structure vraiment beaucoup nos relations. Nous, on adresse un marché où les gens ont perdu la mémoire. Et c'est de là que tout est parti. Dans une relation à quelqu'un qui perd la mémoire parce qu'elle est vieille, il faut trouver une autre manière de structurer la relation. Et c'est ce qu'on a constaté, c'est ce que j'ai constaté il y a maintenant 5 ans, c'est que si on s'adresse à quelqu'un qui perd la mémoire, il est préférable de s'ancrer dans le présent. Sinon, on la met en situation d'échec. Une fois que j'avais constaté ça il y a 5 ans, je me suis dit, mais comment on pourrait faire pour transmettre? La question était celle de la transmission, ce constat que j'avais pu faire. On est dans un monde où il y a de plus en plus de personnes vieillissantes. Aujourd'hui, on a 2 millions de plus de 75 ans. Ça devrait doubler d'ici à 2050, malgré les pertes qu'on a aujourd'hui. Comment en fait on peut réinscrire une relation avec ce type de personnes, sachant que le potentiel de traitement pour soigner les questions de mémoire, il est très lointain, quoi. Donc quand je me suis posé cette question-là de transmettre et d'essayer d'accompagner les gens sur une relation au présent, je me suis dit quels outils existent aujourd'hui qui nous permettent d'ancrer nos relations. Et là, je me suis appuyé sur mon savoir-faire, sur mes connaissances de l'audiovisuel, de ce qu'on fait, le travail sur l'émotion, et je me suis rapproché de nouvelles technologies que j'étudiais depuis un petit moment, qui était la vision à 360, la réalité virtuelle. Et on a essayé de développer des outils qui permettent de faire ça, qui permettent de sortir de la situation d'échec de discussion sur la mémoire pour aller vers des immersions, des escapades qui permettent de vivre sans prérequis. Voilà. Et on a testé ça et on s'est rendu compte que concrètement, il y avait un intérêt majeur puisqu'on voyait un niveau de résultat qui était totalement étonnant. Donc ça, c'est plutôt le contexte. On a développé ensuite des outils qui étaient faciles à utiliser. C'est la slide 2. Oui, merci Julien. Et qui étaient plutôt faciles à utiliser puisqu'on adressait un marché, un environnement, des utilisateurs directs ou indirects qui concrètement ne pouvaient pas utiliser les outils de réalité virtuelle. Donc il a fallu développer vraiment des outils très simples pour eux, vulgariser en fait une utilisation. Et on est passé par cette étape-là pour arriver à une phase de commercialisation qui a commencé à peu près il y a 1 an. On a rencontré nos premiers clients et on a commencé à distribuer il y a 1 an. Ce qu'on a constaté dès le début, c'était que effectivement il y avait des bénéfices qu'on n'avait pas imaginés, qui étaient le développement de la relation interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on fait sortir quelqu'un qui a des troubles de la mémoire et qui est plutôt en rumination, donc enfermé à l'intérieur de lui. On va aller le stimuler et là il va se mettre à parler, quoi, tout simplement. Et son environnement sort de la situation d'échec parce que on rentre en communication. Les autres éléments, ils sont liés au secteur. Hein, finalement, les autres bénéfices qu'on a pu constater, c'est que on était face à un secteur qui avait besoin d'innovation, qui avait besoin d'être perçu autrement, qui avait besoin qu'on lui donne des outils qui renvoient que lui aussi était moderne. Et ça avait l'intérêt principal de stimuler les vocations, parce qu'avec une croissance très importante en fait du besoin dans les secteurs de la gériatrie, notre plus gros problème, ça va être de trouver des vocations, quoi. Ça va être de trouver des gens qui sont prêts à s'en occuper. Et si on renvoie pas une image positive sur ce secteur, concrètement, on n'y arrivera pas et on va arriver sur un problème sociétal majeur. Donc, on continue à avancer sur cette direction-là. Et aujourd'hui, on peut passer à la 3e slide. On a vendu des dispositifs, on a travaillé avec des groupes, on avance sur cette direction-là. Mais le 15 mars, pour nous, c'est une grande interrogation. Est-ce que finalement le contexte
la start-up, hein, comme on l'a défini aujourd'hui, la jeune société innovante, finalement, avec un événement comme celui du 15 mars, notre start-up va pas faire un start-flop, quoi. Les questions qui se sont posées dès ce moment-là, c'est pourquoi ça pourrait faire un start-flop? Ben parce que concrètement, on travaille avec des gens qui vont se replier sur eux-mêmes, qu'on va plus pouvoir rencontrer. On travaille avec des outils qui viennent des fois de la France entière, mais aussi de l'Asie. Est-ce qu'on va pouvoir nous approvisionner? Et puis, l'un des problèmes majeurs à ce moment-là, à partir du 15 mars, la question que je me suis posée, qui était assez fondamentale, c'est celle de l'hygiène, en fait, sachant qu'on rapporte quelque chose sur le visage des gens. Et comment on peut réagir face à ces questions-là? Voilà, on a laissé planer le doute, quoi, pendant quelques jours. Et puis, on s'est dit que le meilleur moyen de savoir, finalement, d'avoir des réponses, c'était de les attendre de nos clients, des utilisateurs. Et c'est assez étonnant, en fait. Le retour a été vraiment étonnant. Parce que, en quelques jours, on s'est rendu compte que, nos freins sur l'usage, en particulier au sein des EHPAD, nos interrogations, nos doutes n'en étaient pas. Ils s'étaient concrètement adaptés à une nouvelle situation. Et quand on leur a demandé pourquoi ils s'étaient adaptés, ils nous ont dit parce qu'il y a un bénéfice. Aujourd'hui, le résident d'EHPAD, avec un contexte sanitaire comme celui-ci, il passe d'un espace de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés en temps courant, à un espace des fois où il est confiné en chambre et qui se résume à une dizaine de mètres carrés. Donc effectivement, on va avoir tendance à l'enfermer un petit peu plus dans sa tête et lui ouvrir des portes rien que par le visuel, la stimulation sensorielle, le bénéfice est encore plus fort. Cependant, quoi, il y avait quand même des doutes. C'est comment on allait pouvoir développer une nouvelle relation commerciale, sachant que quand vous avez en quelques jours une trentaine de rendez-vous qui tombent à l'eau, avec des clients d'importance, vous vous dites impact sur le chiffre d'affaires, il est direct. Vous vous dites comment on peut déployer une certaine agilité, en fait, redéployer une certaine agilité dans ce contexte. Et là, on pense à nos outils, on pense à leur lourdeur, on pense à comment on peut les transmettre plus facilement, les nettoyer plus facilement, et on se dit, on peut passer à la slide suivante, Julien, si tu veux, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place, voilà, comme nouvel outil. Et c'est là-dessus qu'on s'est concentré pendant quelques mois. Voilà, quelques mois, oui, parce que ça fait 2 mois. Donc, un outil différent qui remet pas en question ce qui avait été inventé avant, mais qui va permettre de faire autre chose, d'aller cibler aussi d'autres marchés, qui sont celui de l'EHPAD, mais aussi celui du domicile. Parce que si chacun d'entre nous a été confiné, chacun d'entre nous a aussi été dans la situation d'un résident d'EHPAD. Alors, pour nous, là, qui sommes plutôt en forme, c'est pas très grave, mais pour monsieur tout le monde, qui a 70-80 ans, qui est chez lui, la problématique risque d'être un petit peu la même que celui du résident d'EHPAD dans les quelques mois à venir. Donc, l'idée, c'était d'essayer de penser aussi à lui et de s'ouvrir à lui. Et quand on a proposé aux acteurs du domicile l'idée, ils nous ont dit, tiens, pas con, allons-y. Moi, on peut passer à la slide suivante et je vais terminer là-dessus. La question qui a été posée, qui m'a été posée par Claudie et par Julien à plusieurs reprises dans cette phase-là, c'est, je rentrerai pas dans les détails de ce qu'on a changé, etc., mais c'est quoi le monde de demain? Et là, pour ça, c'est vrai que je me suis un peu gratté la tête, mais je me suis souvenu aussi, voilà, je reviens sur le souvenir, de ce que m'a dit Philippe, là, qui est un entrepreneur de notre territoire, sur une grosse boîte à l'échelle nationale, ou Eric Véry, je dirais. C'est que dès le début du confinement, je les ai appelés, on a discuté, et ils m'ont dit le monde va changer, on connaît les crises, on en a vu par le passé, n'imagine surtout pas que ton business
dans l'avenir sera le même que celui que tu as fait dans le passé. Mais ce qu'on constate en première lecture dans ces premiers jours du confinement, c'est que les gens ont plus de temps, ils communiquent mieux et finalement ils s'ouvrent beaucoup plus facilement parce qu'ils sont chez eux, parce qu'il n'y a plus la machine à café, parce qu'il n'y a plus les problèmes du quotidien, il y a plus. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que effectivement la relation, on va passer du réseau social complètement superficiel au réseau sociable, quoi. Des univers comme celui-ci où on se parle. Alors des fois, ça ressemble un peu au service après vente des émissions, faut le reconnaître. Alors Doudou, tu viens plus aux soirées, quoi. On se parle par écran interposé, mais quelque part, on se parle. Et il y a une dimension au-delà des freins physiques qui s'installent, et ça a du bon. Je terminerai avec un exemple qui m'a complètement épaté il y a 8 jours. Je peux pas vous dire quelle est la personne que j'ai contactée, mais on dira c'est l'une des startups des 15 dernières années qui a marqué notre environnement français. On pourra peut-être en parler dans quelques jours. Et au culot, franchement, je lui ai balancé un petit message sur LinkedIn en lui disant bon, et quand est-ce qu'on se parle? Et le mec m'a répondu. Ce qu'il aurait peut-être pas fait il y a un mois parce qu'il était pris dans son business model, dans ses certitudes. Et d'un seul coup, en fait, l'humain, quand on est tous un peu dans le nez dans le caca, on dira les choses comme ça. Finalement, on se dit, ça fait du bien de parler, quoi. Ça fait du bien d'échanger, ça fait du bien de se repositionner. Et j'ai l'impression que peut-être pas les années à venir, mais les mois à venir seront plus sociables. Voilà, je vous remercie. Ça marche. Merci Vincent. Il y a eu pas mal de réactions pendant que tu t'exprimais. Je pense que c'était assez clair. Je te livre 3 questions en même temps et puis tu fais le tri, tu y réponds ensemble si tu le souhaites. Avez-vous des établissements équipés dans la région? Donc, je pense des noms qui seraient divulgables. Comment créez-vous les contenus que vous proposez? Il n'y aura pas de difficulté à répondre à ça. Et puis, une question intéressante aussi, en réfléchissant à l'usage avec le prisme de l'hygiène, en avez-vous profité pour apporter une vision d'éco-conception à votre produit? Ah, c'est des bonnes questions. Équipement. Des EHPAD, oui, on a des EHPAD sur le département, sur la région. Est-ce que vous voulez des noms? Voilà, on a des établissements sur Fougères, on en a sur Brest, on en a dans le Trégor quelques-unes, sur Saint-Brieuc quelques-unes. Voilà, on a surtout des établissements sur la région, un petit peu à Paris aussi. Et puis du côté d'Angers, voilà, un client qui nous a contacté dès le début du confinement, nous disant Vincent, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'on a le besoin. Est-ce que tu peux m'équiper en 24 heures? Voilà. Donc on a effectivement, si la personne qui a posé cette question veut des réponses plus précises, qu'elle me contacte par mail. La création de contenu, aujourd'hui, on crée nos contenus. Pourquoi? Parce que on se rend compte que les logiques territoriales, mais aussi le personnel est un moteur super important en fait dans la création de contenu. Je vous donne un exemple. Dès le début, en fait, quand on a créé nos premiers contenus, on s'est dit, comme tout le monde, l'exotisme, c'est génial, on va les faire se promener dans des endroits où ils ne pourront plus jamais aller, et ça, ils vont trouver ça formidable. Oui et non. C'est-à-dire que les envies, elles tiennent. J'ai envie de voir un pré, une vache aussi. Et puis, on a aussi les envies de l'environnement en fait, qui soit une animatrice d'EHPAD qui se dit tiens, j'ai le lien à entretenir avec mes résidents même quand je pars en vacances, même quand je suis pas là. Donc, écoute Vincent, est-ce que tu peux me faire la dune de Pilat? Parce que tous les ans, je pars à la dune de Pilat et j'aimerais qu'ils sachent ce que c'est et qu'ils m'imaginent là-bas pendant que je suis pas là. Donc voilà, on crée du contenu tous les mois. On crée 3 nouvelles expériences qu'on livre à nos clients.
Et ça, c'est eux qui nous demandent, c'est eux qui nous inspirent sur ces questions-là. Et l'éco-conception, du coup? Sur l'éco-conception, oui, exactement. En fait, on a travaillé, et ça c'est super intéressant. En fait, sur cette phase de développement, on a cherché à travailler avec des acteurs locaux. Alors il y a Philippe qui est avec nous là aujourd'hui, Immersion Tools, qui a une expertise absolument magistrale en fait sur les technologies de la réalité virtuelle, qui est très ancienne et avec qui on est très content d'avancer ensemble. Et puis après, on s'est posé la question de, nous, on travaille aussi sur du design, sur de l'emballage, de l'usage, adapté en fait à nos clients. Et sur cette question-là, en fait, on a rencontré des acteurs du territoire avec qui on avait déjà fait des tout petits projets avant, mais voilà, avec qui on avait envie de développer des choses. Et on s'est dit, tiens, ils ont des savoir-faire avec des éléments, des produits qui nous intéressent, et notamment le bois. Donc on a travaillé avec Armel, qui est une personne absolument fabuleuse de C3D là, un ingénieur, un chercheur, quelqu'un qui est super, qui a une boîte à Rotronin, et on a développé, je vous le montre en fait parce qu'il est là, personne l'a vu en fait, un dispositif qui incorpore des systèmes de réalité virtuelle en bois, et de manière à renvoyer aussi autre chose sur la technologie, quoi. La technologie, c'est quelque chose aussi d'humain. Donc travailler avec des outils avec des objets du quotidien, avec des objets qui sont qui se reconvertissent dans le temps, qui peuvent pourrir, ça m'intéressait aussi. Voilà. Bonjour à tout le monde. Merci, Philippe. Donc Philippe Carrez, oui, donc moi je suis le fondateur d'Immersion Tools, société qui travaille sur ce qu'on appelle des outils immersifs en français, donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Pour commencer très rapidement notre univers, parce que c'est important d'avoir les deux définitions pour comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc la réalité augmentée, c'est le fait d'ajouter de l'information contextualisée dans notre monde. C'est-à-dire qu'on va regarder le monde au travers de l'œil d'un smartphone ou d'une tablette ou d'un autre dispositif, ça peut être des lunettes spéciales, et on vient incruster de l'information qui est localisée et contextualisée au monde qui nous entoure. Et la réalité virtuelle, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on crée des environnements et on emmène les gens, les immerge complètement dans ces environnements. Ça peut se faire dans des salles avec des projections, ce qu'on appelle une cave. Ça peut être sur un écran de PC normal aussi, tout simplement en se baladant avec la souris, et puis depuis quelques années avec des masques de réalité virtuelle, puisqu'ils sont arrivés sur le marché à bas prix. Donc là, on immerge complètement les gens. Donc ce sont les outils qu'utilise par exemple Vincent, qui nous a fait sa présentation juste avant. Il y a un pan aussi de la réalité virtuelle qui est intéressante, qui sont les métavers. Alors c'est un mot qu'on entend peut-être moins. Les métavers le plus connu, c'était Second Life dans les années 2005, 2006, 2007 à sa sortie. Et c'est comme ça que moi j'ai créé la boîte en fait. Moi je développais des outils pour la formation à la plongée. Et à l'époque, je n'avais pas de moteur 3D qui me permette de prolonger mes outils de simulation en temps réel dans de la 3D. Et en fait, j'ai utilisé Second Life en détournant de son utilisation principale qui est plutôt du réseau social, de la communication et du jeu, en utilisant son moteur physique pour faire de la simulation en temps réel. Et c'est comme ça que la boîte est née, avec des outils de simulation. Et mon plus gros client à l'époque, c'est ce qui m'avait permis de démissionner de mon travail salarié de développeur informatique à l'époque, c'était avec une boîte qui est aux États-Unis. Et tout s'est fait en virtuel, en dématérialisé dans Second Life en fait. Donc cet outil nous a permis aussi de faire un salon virtuel en 2011, à peu près à l'époque dont parlait tout à l'heure Erwan Minier, en fait, avec toujours un frein. C'était le manque, on va dire, le manque de culture numérique des utilisateurs, et puis toujours le frein à l'installation des navigateurs, parce que pour aller naviguer dans un salon virtuel, ça peut être dans des pages web, mais quand on veut des fonctions plus poussées, il faut un navigateur particulier. Alors nous, notre credo dans la société, c'est toujours simplifier, vulgariser et effacer la technicité, justement. C'est essayer de faire fi de tous ces problèmes qu'on peut rencontrer avec ces navigateurs, le matériel, les masques. Vincent, c'est quelque chose, il faut absolument rassurer les utilisateurs là-dessus. Quand on livre des masques pour un salon, par exemple, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de masques,
les clients sont jamais rassurés parce que sur un salon, on sait jamais trop ce qui va se passer quand on appuie sur le bouton. Il faut toujours qu'on soit pas très loin pour éviter les erreurs et les problèmes techniques en fait. Donc nous, notre idée, ça a été de développer une plateforme qui puisse rassurer les clients et leur permettre d'être en toute autonomie avec tout ce matériel. Donc une plateforme qui permet de gérer les contenus, alors que ce soit des contenus 360 ou pas, ça peut être des photos, des vidéos normales, mais on peut quand même les agencer dans des univers 360. Donc on agence sa visite virtuelle, on agence son jeu, son escape game, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, hein, on peut laisser libre cours à son imagination. On transfère tout ça dans des masques et une tablette pour piloter les masques. On a une valise, un petit peu sur le principe de Vincent, mais moins design et moins ciblé, parce que nous, on est plus sur un public plus général. Et le client, quand il reçoit la valise, il n'a qu'à l'ouvrir, cette valise, et en fait, il a un réseau autonome, ses masques sont préparés. Quand il appuie sur le bouton sur les masques, ça démarre uniquement l'application dont il a besoin. Il n'y a pas besoin de connaître l'environnement, le système d'exploitation, etc., ce qui est le cas si on utilise les masques tels qu'ils sont dans le commerce, en fait. Alors nos clients habituels, ils utilisent ça pour faire des présentations de produits en réunion corporate, ils utilisent ça pour faire de la visite virtuelle de sites industriels, pour faire visite de châteaux, etc. Donc c'est beaucoup utilisé en dématérialisation et aussi pour démultiplier les flux de visite. En fait, l'idée étant que ce matériel, il donne le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'on peut envoyer plusieurs mallettes à plusieurs endroits différents et puis faire des animations à plusieurs endroits et chacun peut être en plus à son rythme chacun avec sa mallette en fait. Donc pendant le Covid, nous on a des clients qui sont revenus vers nous, des clients historiques. On a le parc national de Porquerolles par exemple avec qui on a travaillé il y a 10 ans, qui sont revenus vers nous parce qu'ils étaient bien embêtés. Le parc national de Porquerolles c'est une île, donc plus de visiteurs. Et eux travaillent sur plein de problématiques environnementales, ils ont des problèmes de muséographie, etc. Donc, ils nous ont appelés pour retravailler sur la dématérialisation de leur information et de nouvelles manières de diffuser et de diffuser l'information, en fait. On a aussi un client qui travaille dans des produits phytosanitaires qui nous commande plusieurs box, en fait, pour pouvoir faire des réunions corporate, pour éviter les déplacements, parce qu'un des impacts de cette crise du Covid-19, ça a été aussi réduire les déplacements et aussi réduire le bilan carbone et les événements physiques, en fait. Laval Virtuel, par exemple, qui est un gros événement qui a lieu tous les ans en France, c'est un des plus gros salons de la réalité virtuelle en Europe. Il s'est déroulé entièrement en virtuel. Et donc, il ne faut pas oublier que les gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, les nouveaux consommateurs, ce sont des gens de la nouvelle génération. Donc, on parlait il y a 10 ans des réseaux sociaux, des utilisateurs de Facebook. Aujourd'hui, ce sont des utilisateurs de plateformes comme Fortnite, par exemple, plateforme de jeu. C'est 250 millions de joueurs, Fortnite, hein, et on commence à y faire autre chose que du jeu, à partager en ligne, etc. Et Facebook aussi qui met le paquet avec son Facebook Horizon, qui est un univers en ligne entièrement virtuel qui va permettre de faire non seulement des réunions comme on est en train de faire ici en présentiel, mais aussi de l'achat en ligne. Voilà, voilà en gros pour le tour d'horizon des outils qu'on utilise. Sachant que je pense que la période qu'on vient de vivre, en fait, elle a permis d'accélérer fortement l'utilisation des outils numériques pour le partage de l'information et la communication, et donc de renforcer un petit peu l'utilisation de tous ces nouveaux standards et l'accès à toute cette dématérialisation, en fait. Ok, merci beaucoup Philippe, et puis désolé pour le petit bug technique tout à l'heure, c'est les aléas du direct. Si un jour on le fait en réalité virtuelle ou réalité augmentée avec tes outils, je suis sûr que ça se passera plus du premier coup. Alors, on a deux questions qui sont arrivées. On va pas pouvoir en prendre beaucoup plus parce qu'on est en retard sur l'horaire, du coup, avec ce petit bug. Alors, il y en a une à laquelle tu as répondu. Donc, un support de communication à distance, pour interrogation, oui, et puis d'interaction aussi. Je ne sais pas comment tu répondrais à cette question. Alors une des choses sur lesquelles on a bifurqué pendant le Covid, là, en fait, c'est le problème que Vincent évoquait, en fait, qui n'en est pas un pour lui, mais qui en reste un pour nous. C'est le problème de l'hygiène, en fait, de récupérer des mallettes et d'envoyer des masques, en fait. Et donc cet outil, on a basculé sur notre plateforme, on a boosté un élément qui devait venir beaucoup plus tard, qui est la présentation en ligne, tout simplement. C'est-à-dire que tout ce qu'on va créer comme expérience virtuelle avec notre plateforme,
on peut la vivre dans le masque en immersion, mais on peut aussi la vivre en ligne avec un navigateur web standard, Chrome, Firefox, Safari, enfin, etc. Donc l'idée étant de démultiplier aussi les moyens de diffusion pour ces expériences de réalité virtuelle en fait. Ok. Et les principaux clients, c'était la seconde question. Alors les principaux clients, on a c'est très varié en fait. Il y a des gens de l'industrie. On a travaillé à Locminé avec l'IGER en fait. C'est une usine qui fait de la méthanisation et qui utilise le système pour faire visiter leur site industriel à distance parce il peut être dangereux à visiter. Il y a aussi pas grand chose à voir, c'est des tuyaux. Donc bon, c'est sympa de voir le site, mais on comprend pas trop ce qui se passe. Donc ils utilisaient ça eux avant le confinement, ils utilisaient déjà ces outils-là et en fait, pareil, eux nous ont recontactés pour avoir plusieurs unités de petites valises, des unités de 2-3 masques en fait, pour pouvoir diffuser vers leurs clients et vers leurs partenaires en fait. Donc on a ces gens aussi qui font des produits phytosanitaires, c'est une grosse boîte qui fait des produits pour l'agriculture, donc là c'est des outils en interne. Pour la formation aussi, l'INPPA à Marseille qui était complètement arrêté, les gens qui forment les scaphandriers professionnels, ils peuvent former à distance sur leur tourelle de plongée qui sont des outils très techniques. Là, on peut être en immersion à l'échelle 1 et faire des manipulations sur les machines, sans danger en plus pour les scaphandriers. Donc, ils nous ont recontactés pour rebooster les projets. On a 5 ou 6 projets comme ça qui étaient un peu en gestion et qui redémarrent en fait. Ça marche. Merci Philippe. On va passer tout de suite à Nicolas Bonnet d'une jeune start-up pour le coup, Coquelicot. Il y aura certains échos avec Hassan Dabchi, puisqu'on parle non pas de commerce, mais de logistique locale. Et est-ce que tu nous entends, Nicolas? Oui, je vous entends. Donc, bonjour à tous. Et je te cède la parole. Vous m'entendez? Très bien. Oui, oui, donc, on bonjour t'entend. à tous. Merci pour me donner la possibilité de vous présenter Coquelicot. Donc, peut-être avant de vous présenter Coquelicot, je vais vous présenter un petit peu mon parcours et qu'est-ce qui a amené à un moment donné à penser, à réfléchir et à créer en fait l'outil Coquelicot. Donc, moi, je suis briochin, j'ai 25 ans d'expérience en fait dans le milieu agricole et le milieu de l'agroalimentaire. J'ai commencé ma carrière comme technicien agricole, en fait, technicien d'élevage, et puis après, je me suis occupé d'un service de conseil en hygiène et sécurité alimentaire au sein du GIP Labo-CA. Pendant donc cette période, en fait, j'ai accompagné différents professionnels de l'alimentaire dans la mise en place de plans de maîtrise sanitaire, de dossiers d'agrément, enfin, l'aspect réglementaire, hygiène, pour qu'ils se mettent en conformité avec ces aspects réglementaires. Donc j'étais en contact avec des producteurs, que ce soit des artisans, que ce soit des agriculteurs transformateurs, que ce soit avec des PME, mais aussi avec des professionnels de la restauration, donc la restauration commerciale et la restauration collective. Pendant cette période, en fait, j'ai pu aussi assurer des missions de membres consultatifs, par exemple pour les projets alimentaires territoriaux, conseil départemental du Finistère, Brest Métropole, Dinan Agglomération, et systématiquement lors des différentes rencontres, systématiquement lors des différentes réunions qu'il pouvait y avoir justement pour ces PAT, il y avait une volonté d'aller un peu plus vers l'approvisionnement local. Il y a une volonté, il y a une réglementation qui demande d'aller un peu plus vers l'approvisionnement local, mais systématiquement on a un frein qui apparaît, c'est la logistique entre d'un côté le site de consommation et de l'autre côté le professionnel qui livre souvent des petites quantités vers la restauration. Le professionnel, le petit producteur, il livre des petites quantités et on se retrouve des fois avec des coûts logistiques qui sont relativement importants. Donc voilà comment est née en fait l'idée Coquelicot, c'est qu'à un moment donné, c'est de trouver des solutions pour favoriser la logistique vers des sites de consommation, puisque cette logistique des fois peut représenter un coût trop important. Favoriser cette logistique pour améliorer aussi la consommation de produits locaux, parce que c'est une réelle demande aujourd'hui des collectivités, mais aussi des professionnels de la restauration. Et puis, faire connaître les producteurs auprès des professionnels de la restauration, parce que ce soit de la restauration collective comme de la restauration commerciale, beaucoup de professionnels ne connaissent pas forcément les petits producteurs locaux qu'il y a autour de chez eux. Donc voilà comment est né Coquelicot. Donc Coquelicot, c'est en fait, c'est pour co-livraison en un clic entre acteurs locaux. C'est une plateforme web qui met en relation les professionnels de l'alimentaire, qui les identifie
et qui les met en relation aussi pour partager des espaces de livraison et des espaces de stockage. Voilà, donc on peut passer à la slide 2 si tu veux, Julien. Alors, c'est un projet moi que je mène depuis déjà plusieurs mois, sinon même plusieurs années, puisque l'idée vient de plusieurs années. Et la mise en ligne, donc c'est fait en plein confinement, c'est déroulé en plein confinement, puisqu'il y a une mise en ligne le 20 avril 2020. Et donc toute la communication qui était prévue initialement a été un petit peu revue, puisque il devait y avoir des forums, il devait y avoir des salons où des professionnels de l'alimentaire, que ce soit des artisans ou qu'ils soient des agriculteurs transformateurs, pouvaient être en lien à un moment donné avec des professionnels de la restauration. Et tout ça, ça s'est annulé ou alors ça s'est transformé en salon virtuel. Donc, un petit peu, voilà, toute la partie com a été revue. Aujourd'hui, donc, depuis la mise en ligne, en fait, chaque professionnel peut s'inscrire, peut s'identifier sur la carte des producteurs et proposer ou rechercher des co-livraisons et des co-stockages. De mon côté, moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai communiqué auprès de ces professionnels, j'ai communiqué auprès des structures représentantes. Et puis, il va y avoir une deuxième relance là, qui va se faire dans les semaines qui viennent, puisque sur certains moyens de com, ça a bien fonctionné, d'autres un peu moins bien. Donc, voilà. Ce que je me suis rendu compte là pendant cette période-là, c'est l'importance des réseaux sociaux. En fait, c'est vrai que par le biais des différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn ou Facebook, les professionnels sont demandeurs ou peuvent être demandeurs, et puis c'est sans doute un moyen qui est bien meilleur dans certains cas que le mail, quoi. Donc ça, c'était un élément que j'avais pas forcément bien saisi au départ. Et puis un élément qui ressort aussi, c'est l'intérêt des professionnels du transport pour développer un partenariat avec l'outil Coquelicot, parce que là aussi, en fait, les professionnels du transport peuvent compléter leur chargement en mettant en avant en fait des trajets qu'ils vont réaliser sur un secteur géographique bien défini. Voilà. Donc là, j'ai pris en exemple sur cette slide quelques producteurs qui se sont déjà identifiés sur la carte des producteurs. De la même manière, en fait, j'ai mis en exemple quelques transporteurs qui se sont identifiés et qui aujourd'hui proposent des transports réguliers en fait sur la région de Bretagne. Ça marche. On peut passer à la dernière slide, si tu veux. Voilà. Donc, comme je disais, en fait, après Covid, Coquelicot a été réfléchi et conçu bien avant la crise sanitaire. Mais en fait, c'est pas forcément décalé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et par rapport à la demande des professionnels. Mieux se faire connaître pour le producteur et dire qu'on est en mesure de livrer de la restauration commerciale ou de la restauration collective parce qu'on a un agrément sanitaire, parce qu'on a une dérogation à l'agrément qui permet de livrer de la restauration collective. Ça reste quand même d'actualité. Et demain, quand la restauration va redémarrer, il y aura un intérêt pour cette carte de producteur. Les professionnels aussi, parce qu'il y a une réelle demande des consommateurs, parce qu'il y a une réelle demande de collectivité, ils vont vouloir connaître aussi les professionnels de l'alimentaire, donc les producteurs, autour de leur restaurant, pour mieux s'approvisionner localement. Donc, Coquelicot va pouvoir répondre de cette manière. Il y a aussi une prise de conscience, dans le cadre de cette crise sanitaire, il y a aussi une prise de conscience écologique. Et donc, limiter l'empreinte carbone des livraisons, arrêter d'avoir des camions qui se suivent, qui se croisent. Alors, quand je dis des camions, c'est des petites camionnettes des producteurs, mais qu'on a souvent en restauration collective ou restauration commerciale. Ça a aujourd'hui tout son sens. Ça a son sens parce que on va limiter l'empreinte carbone. Ça peut avoir aussi son sens parce qu'on va limiter le nombre de réceptions de marchandises dans les restaurants. Et donc, d'un point de vue sanitaire, ça peut être que mieux. Voilà. Et ce qu'on observe aussi, ou ce qu'il va y avoir sans doute, c'est que malheureusement, c'est qu'on part sur une crise sanitaire dans un premier temps, mais sans doute une crise économique peut-être dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, d'augmenter les marges parce qu'on fait des économies à un moment donné en partageant les co-livraisons ou les co-stockages, ou en décalant l'investissement dans un véhicule de transport, ça peut aussi intéresser les professionnels. Donc voilà comment se positionne aujourd'hui Coquelicot, avec une montée progressive, je l'espère, et une connaissance de l'outil par les professionnels concernés. Voilà notre présentation pour Coquelicot. Ah, je vous entends pas. Merci beaucoup, Nicolas. Je te pose deux questions et puis après, on va devoir
conclure et laisser les différents participants aller déjeuner. Donc le particulier, il est pas dans la boucle de Coquelicot, il y avait une question relative à ça. Une question peut-être plus opportune, comment fonctionne votre tarification? Combien de clients à ce jour et quelle est la typologie de la clientèle? Donc le particulier, non, il n'est pas vraiment dans la boucle. L'idée, c'est que ce soit plutôt un outil qui est à destination des professionnels de l'alimentaire. Donc d'un côté, des artisans des métiers de bouche, des agriculteurs transformateurs, ça va être des brasseurs, ça va être des viticulteurs, ça va être des cidriculteurs, ça peut être aussi des marailleurs. Et de l'autre côté, en fait, des sites de consommation qui sont la petite épicerie, qui sont la restauration collective, la restauration commerciale. On est plus dans ce fonctionnement-là pour Coquelicot. Pour la tarification, en fait, c'est une tarification qui est simple, c'est-à-dire qu'il y a une proposition. Quand il y a un professionnel qui propose la colivraison, c'est le professionnel qui définit le montant de sa colivraison. C'est pas Coquelicot qui définit. En fait, il y a une proposition de tarification qui est faite par Coquelicot, mais c'est bien le professionnel qui définit ou qui propose la colivraison ou le co-stockage, qui va définir le montant. Tout simplement parce que ce montant va dépendre des volumes qu'il va proposer, ça va dépendre aussi des températures, du sport qu'il va faire, mais ça va dépendre aussi des distances, par exemple, qui vont être proposées d'un point A à un point B. On va avoir aussi des distinctions entre un professionnel producteur qui, lui, cherche à mutualiser sa livraison, d'un professionnel transporteur qui, lui, c'est son vrai métier et qui a un besoin aussi de rentabilité sur son fonctionnement. Voilà. Donc, d'un côté, on a le professionnel producteur qui est plus dans le cadre de la mutualisation des coûts de transport, et de l'autre côté, du professionnel de transport qui, lui, assure son métier de transport. Ça marche. Merci Nicolas. À nouveau, je suis désolé, mais on va pouvoir prendre plus de questions. Il y a une question sur les présentations des intervenants. Donc, elles sont intégrées ce séminaire, ce webinaire était enregistré. Vous pourrez le consulter en streaming et à travers ça avoir les présentations des intervenants. À la demande, elles pourront sans doute être transmises individuellement ensuite par les intervenants qui le souhaiteront. On va vous laisser sur une information de la French Tech avant de vous laisser retourner déjeuner. Cette information, c'est la convention d'affaires de la French Tech. Donc Laurent, il faisait allusion en introduction. On a dû repousser cette convention qui était prévue en mars. L'objectif de cette convention d'affaires, c'est de faire rencontrer start-up et PME ou entreprises de taille intermédiaire ou plus grandes entreprises ou collectivités costarmoricaines. Avec nos collègues des Technopoles et des French Tech bretonnes, on fait déjà un lien régulier avec les grands groupes, mais on se dit que les startups, notamment celles que vous avez entendues aujourd'hui, elles ont aussi vocation à lier avec les PME, les collectivités et les entreprises du tissu costarmoricain, notamment celles d'entre elles qui ont la capacité à mener des beaux projets et à tisser de belles collaborations avec les startups. Donc, on vous donne rendez-vous pour les acteurs qui souhaitaient participer à cela, notamment les startups, bien entendu, le 8 juillet, et ça se fera à distance, parce que là aussi on innove. On ne le fait pas malheureusement au Sable d'Or où on comptait le faire. On le fera avec un outil dédié qui permettra des rendez-vous B2B, donc des rendez-vous individuels entre grands comptes et startups. Voilà, ce sera le 8 juillet et on compte sur une belle présence. Merci à tous pour l'organisation et puis à très vite pour les événements de la French Tech Saint-Brieuc. Bien, merci à vous. Merci, au revoir. Ouais.